Bonjour à tous. Le mot correspondance est dérivé du mot correspondre, avec le suffixe ans. Il y a donc une idée de proximité et d'échange. La lettre, le mot, est un lien entre les hommes. Nous avons de rares exemples d'échanges, en Asie notamment, au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, et il s'agit surtout d'échanges commerciaux ou administratifs. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, on utilise des messagers, souvent de jeunes gens, dont l'endurance ainsi que la vitesse de marche ou de course à pied est plébiscitée. Mais c'est surtout avec l'essor du papier, au XVe siècle, que naît véritablement la correspondance. Un essor qui sera considérable, en Europe notamment. C'est Louis XI, en 1477, qui met en place les premiers relais de poste, qui devaient être distants de 7 lieues, soit environ 28 km. En effet, il souhaitait acheminer son courrier au plus vite et pouvoir donner ses directives partout en France. Puis les courriers à cheval voient le jour au XVIIe siècle, mais le service est payant pour l'expéditeur et aussi pour le destinataire. C'est l'apparition d'une première taxe sur les transports. Il faut attendre un siècle de plus pour que le métier de facteur apparaisse avec là encore le paiement d'une rémunération. C'est seulement après la Révolution, en 1791, que la distribution de courrier passe sous le contrôle de l'État. Le métier de facteur devient donc un métier de fonctionnaire. En 1849, on crée le premier timbre, et c'est seulement à partir de cette date que la taxe sur l'acheminement d'une lettre est payée par l'expéditeur seulement. Puis, au XXe siècle, grâce à l'invention de M. Nicéphore Niepce, la photographie devient le support de la carte postale. Une bien jolie façon d'écrire un court mot avec une illustration que l'on expose parfois dans sa cuisine. La carte postale est très répandue et elle peut prendre différentes formes, de la plus géographique à la plus artistique. C'est seulement en 1848 que l'invention de l'ordinateur permet l'envoi de ce qu'on appelle aujourd'hui le message électronique, autrement dit le mail. Les correspondances nous renseignent souvent sur une époque, une coutume, une position politique ou sur la gestion administrative d'un pays. Pour les chercheurs et les historiens, le mail est une véritable catastrophe. En effet, si on arrive à retrouver parfois dans de vieux greniers, dans des fonds d'archives ou dans des marchés aux puces, une correspondance exploitable pour la recherche historique, il nous apparaîtra particulièrement compliqué, d'ici quelques années, d'aller chercher les mails que l'on n'a pas imprimés, et toute une partie de notre histoire s'envolera dans les éphémères crispations électroniques de nos écrans. Nous en reparlerons plus tard. Quelles sont les correspondances qui sont les plus publiées aujourd'hui ? En premier lieu, celles évidemment qui possèdent un intérêt historique. Je prends là pour exemple les fameuses lettres de Poilu de 14, et je vous renvoie au fameux recueil Paroles de Poilu, lettres et carnets du front 1914 et 1918, édition Les Brio, mais également les lettres de Madame Sévigné à sa fille, ou encore l'extraordinaire correspondance de Voltaire avec l'Europe entière au XVIIIe siècle. Toutes ces correspondances nous apportent un formidable témoignage sur leur temps. On trouve également, dans cette catégorie des correspondances publiées, la correspondance amoureuse. Et la première de toutes concerne bien entendu les lettres d'Héloïse et Abélard au XIIe siècle, mais aussi les lettres d'Albert Camus et Maria Casares, ou encore Victor Hugo et Juliette Drouet, George Sand et Alfred de Musset, Balzac et Madame Anska, Napoléon à Joséphine de Beauharnais, mais aussi les lettres à loup de Guillaume Apollinaire. Et tout dernièrement, a été publiée la correspondance entre François Mitterrand et Anne Pinjot. L'amour porte le verbe, et il permet une poésie d'un charme incroyable.
Il existe également la correspondance d'artistes, comme les lettres de Van Gogh à son frère Théo, la correspondance de Jean Cocteau et Jean Marais, René Char et Nicolas de Staël. Néanmoins, les publications de correspondance posent un problème de moralité, puisqu'il s'agit avant tout de courriers privés. Certains éditeurs rétorquent que la correspondance éclaire l'œuvre d'un artiste. C'est un argument qui peut s'entendre. On sait que Flaubert, lui, était très réticent à l'idée qu'on publie sa correspondance. D'autres, au contraire, sachant que leur correspondance serait publiée à leur mort, anticipent leur publication. C'est le cas de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, dans le recueil « Lettres au castor », publié après la mort de Jean-Paul Sartre. Le genre épistolaire peut prendre plusieurs formes. La correspondance authentique, comme nous venons de le voir, la lettre ouverte ou encore le roman épistolaire. Une lettre ouverte, c'est avant tout un courrier rendu public à dessein. Il est écrit pour être publié dans un journal ou un magazine. Il s'agit d'une tribune pour son écrivain. Ainsi, le destinataire est multiple. Je prends pour exemple le fameux J'accuse d'Émile Zola, qui est une lettre adressée à Félix Faure dans le journal L'Aurore, en mars 1896. Lettre dans laquelle il interpelle le président et l'opinion publique au sujet de l'affaire Dreyfus. Je ne peux pas terminer mon propos sans vous parler du roman épistolaire. Mais il faut bien noter qu'ici nous parlons de fiction, et non pas d'une réelle correspondance entre deux personnes. Là, au contraire, la correspondance est le prétexte au récit. Le lecteur est immergé dans un récit qui porte les traces du réel. Ce genre littéraire voit le jour au XVIIe siècle. On l'appelle alors le roman de lettres. Nous avons pléthore d'exemples, notamment La princesse de Clèves de Madame Lafayette, Les liaisons dangereuses de Pierre Chodejeau-Laclos, et plus près de nous, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de pommes de terre, écrit par Anne Burroughs et Mary Ann Schaeffer, et qui relate les échanges entre Juliette Aston et le club de lecture des habitants de Guernesey. Revenons à la correspondance. Avez-vous remarqué comme le mot « boîte aux lettres » porte à lui tout seul une étonnante poésie ? Boîte aux lettres. Vous souvenez-vous du goût amer du timbre léché avec le bout de la langue et collé d'un coup de pouce sur une enveloppe ? Porter une lettre à la poste ou la déposer dans une boîte jaune au coin de la rue était un geste tantôt anodin, tantôt animé d'un incroyable espoir, l'espoir d'une réponse, l'espoir que la lettre atteigne son destinataire, l'espoir que les mots soient entendus et compris. Vous souvenez-vous de l'écriture tremblante d'une lettre d'amour ou nerveuse d'une lettre de rupture ? La boîte aux lettres, on aurait dû l'appeler la boîte aux mots. Que restera-t-il de cette poésie avec nos mails, nos messageries électroniques ? À quoi servent aujourd'hui nos boîtes aux lettres, si ce n'est à diverses administrations ou entreprises, et encore, éventuellement des cartes postales ? Le temps qui s'écoulait entre deux correspondances semblait nécessaire à la réflexion, à l'imagination, au sentiment, pour s'apaiser, ou au contraire s'auto-alimenter. Oui, que restera-t-il de nos échanges de mails, même imprimés, alors que l'écriture nous trahit ? Elle est parfois fiévreuse, tremblante, calme, artistique. Nos fautes d'orthographe sont comme autant d'inadvertances quand l'esprit se perd dans un puissant fond, au détriment d'une forme que la police nous dicte. Ces mails n'auront jamais le goût et l'émotion que nous avons à la réception d'une lettre, à l'attente du facteur chaque matin. Même le collectionneur de timbres se lamente, la sténographe s'ennuie, et le manuscrit n'en est plus un. Nos doigts ne savent plus tenir un stylo, et nos phalanges se crispent après quelques lignes, quand Flaubert, lui, écrivait jusqu'à 5 heures par jour.
Et si nous profitions de l'écoute de ce podcast pour écrire un mot, une lettre, une carte postale à ceux qui nous sont chers? Et si nous retrouvions la joie de coller un timbre sur une enveloppe, le bonheur d'aller chercher un joli timbre, de le choisir spécifiquement pour notre destinataire, de remettre en route notre main engourdie par le clavier? Et si nous faisions tous quelquefois cet effort? Si nous perdons le goût d'écrire, que restera-t-il de nous? À très bientôt.